tous et bienvenue dans le moteur. Pour une fois, nous avons décidé de coller à l'actualité brûlante d'un bout à l'autre de cette émission. C'est pourquoi nous sommes à Francorchamps pour l'avant-dernier super meeting, le Racing Festival de Francorchamps. Au sommaire de moteur cette semaine, la rentrée du championnat FIA-GT en Suède, la Yamaha R6 Cup en visite aux Pays-Bas sur le circuit d'Assen, la première phase de la RACB Formula Renault Academy 2003, le salon de Francfort conjugué au futur avec un nombre impressionnant de concept cars et pour terminer, le résumé complet de l'avant-dernier round bel car de l'année. Nous sommes donc à Francorchamps pour le Racing Festival et nous retrouvons d'entrée de jeu deux de nos compères multidisciplinaires, Fred et Vincent. Bonjour messieurs. Alors première chose déjà, ce week-end vous allez rouler dans quel team avec quelle voiture ? Donc je roule chez Keusmannen avec Pertti Keusmannen qui est le propriétaire de l'équipe, avec une Viper comme toutes les autres Viper, avec toutes les dernières évolutions, qui est une excellente voiture avec des pneus Michelin qui fonctionnent à merveille ici à Francorchamps. Et pour l'instant, un week-end parfait puisque notre voiture est en première place sur la grille. Fred ? Moi j'ai la chance de rouler avec Vincent Dupont chez GLPK sur une Viper, qui est une très bonne Viper, donc qui est une bonne voiture. Je veux dire, moi j'ai pu rouler là-dedans depuis un paquet de temps, donc Vincent roule bien. On a fait le 4e temps. On a eu 2-3 petits soucis qui font qu'on n'est pas aux avant-postes. Mais de toute façon, Vincent, sa voiture est très bonne et puis il roule très très bien dans ce genre de véhicule. Donc on aurait peut-être pu faire une 2e place, mais on est très content. C'est une course de 2 heures. On joue la fiabilité. Cette voiture a gagné sur les circuits 6 courses 5 fois. Donc je crois qu'on a une bonne voiture pour ça. Après les Proximus 24 heures de Spa, le championnat FIA-GT s'est offert une longue trêve d'un mois, histoire de permettre à tous les équipages de se préparer pour une deuxième partie de saison plutôt chargée. Un seul objectif pour Lister, Saline, etc. En placer une, c'est-à-dire battre ces Ferrari 550 Maranello décidément très très fortes. Alors, est-ce que les rouges ont mordu la poussière? La réponse en image tout de suite avec Vincent Franzen. Près de 6 semaines après les Proximus 24 heures de Spa, le championnat FIA-GT a repris ses droits sur le vétuste circuit d'Anderstorp en Suède, où la lutte promettait de faire rage entre les Ferrari, Lister, Saline et autres Chrysler, composant un peloton très impressionnant. L'une des clés de cette épreuve était le départ qui voyait le Britannique Bobby Verdonero, au volant de la Lister privée de création autosportif, partir à la faute et emboutir la Ferrari de Thomas Biaggi et Matteo Bobby, les incontestables leaders du championnat. Bloquée en bord de piste, la 550 Maranello frappée du numéro 23 était déjà contrainte d'en rester là. Devant, c'est Walter Lechner Jr., auteur d'une superbe pole position qui imposait la Saline S7R du Conrad Motorsport, emmenant dans son sillage la Saline Graham Nash de Thomas Serdos, la Lister de Jamie Campbell-Walter, la Viper d'Anthony Kumpen, la deuxième Lister d'Andrea Piccini et de notre autre compatriote David Sterckx, sans oublier la Ferrari JMB de Boris de Richbourg. Ce dernier n'allait malheureusement pas très loin, la partie arrière endommagée du bolide italien l'obligeant à renoncer dès le 13e tour de course. Guère plus de chance pour la Viper du Rose Racing, elle aussi victime du départ chahuté qui laissait plus de 30 minutes dans l'aventure. À l'avant de la course, rien ne semblait devoir contrarier la progression de Walter Lechner Jr., qui se construisait rapidement en écart de plusieurs longueurs sur le reste de la meute. C'est donc dans le sillage de cette Saline que le spectacle allait être total, avec une attaque d'Andrea Piccini sur le Belge Anthony Kumpen, la Lister numéro 15 prenant le meilleur sur la Viper numéro 5 par l'extérieur s'il vous plaît, de quoi placer le bolide également piloté par David Sterckx au 4e rang provisoire. L'offensive Lister se poursuivait avec Jamie Campbell-Walter au volant de la 14 qui prenait l'avantage sur la Saline de Thomas Serdos, de quoi lui offrir la 2e position du classement. Le pilote brésilien se retrouvait ensuite confronté à la 2e Lister, celle de Piccini et Sterckx, et cela se terminait par une embrassade qui ne provoquait heureusement aucun abandon, les deux bolides pouvant reprendre le cours de l'épreuve. Comme le veut la tradition cette saison, la course d'Anthony Kumpen n'allait pas jusqu'à son terme, un bris de pompe à essence ayant raison de la Viper du Festina Force One Racing. À l'issue des premiers ravitaillements, la Saline Conrad restait au commandement, mais son deuxième pilote, Tony Seiler, est nettement moins rapide que Lechner Jr., ce qui permettait à Nathan Kinch, l'équipier de Campbell-Walter, de prendre l'avantage de manière autoritaire et donc de s'installer au commandement de la course. Course terminée par contre pour Mike Newton, l'équipier de Thomas Serdos, qui plantait la Saline Graham Nash dans le bac à sable. Même genre d'erreur pour la Lister de Jean-Marc Gounon, pourtant pas habitué à ce type de bévue.
Au bout du compte, rien n'allait entraver la cavalcade de la Lister de Jamie Campbell-Walter et Nathan Kinch, qui remportaient à Anderstorp sa première victoire de l'année, mettant un terme à une série de 7 succès consécutifs des Ferrari 550 Maranello de la BMS Scuderia Italia. Sur la deuxième marche du podium, on retrouvait la Saline Conrad qui semble fiabilisée et qui peut désormais revendiquer le haut du classement 180 minutes durant. Quant à David Sterckx, il terminait sa première course de 3 heures pour le compte du Lister Storm Racing à une excellente 3e place finale. On notera encore la victoire en NGT de la Porsche 996 GT3 RS MK Racing d'Emmanuel Collard et Tim Sugden, qui est venu à un bout des Porsche Freisinger et des nombreuses Ferrari 360 Modena. Après cette manche animée d'Anderstorp, la caravane du championnat FIA GT prenait la route de l'ex-Allemagne de l'Est avec une 8e manche programmée sur le tracé tourmenté d'Oschersleben. Nous sommes toujours à Francorchamps dans le cadre de ce Racing Festival et nous retrouvons maintenant un pilote dont on parle beaucoup mais que finalement nous connaissons assez peu. Vincent Dupont, bonjour. Bonjour. Alors, recordman de victoire aux 24 heures de Zolder, vous êtes largement en tête du championnat Belcar et pourtant au début de la saison le programme était loin d'être complet. Alors expliquez-nous un petit peu. Mais je crois qu'à la base, de toute façon, le programme c'était que j'allais faire 5 courses à la place de Bert Langin sur la Porsche Turbo avec Fred Bouvy. Et alors en dernier moment, au moment de la présentation de presse le lundi soir, il y a Paul Kumpen qui m'a appelé pour demander si je voulais pas plutôt rouler sur la Viper. Il fallait pas me le demander 2 fois évidemment. Ça, comme je connaissais déjà bien la voiture, j'ai dit que je voulais bien, mais je voulais rouler au lieu de 5 courses, je voulais faire 6 courses. Puisque là je devais alors à ce moment-là remplacer Anthony Kumpen qui avait reçu un contrat pour aller en FIA GT. Vous êtes entouré d'une belle brochette de pilotes professionnels, ce n'est pas votre cas. Alors comment on fait pour intéresser aussi fort un team comme le GLPK quand on est finalement amateur? Écoutez, ça fait quand même déjà je crois ma 25e année cette année-ci que je roule en voiture en compétition automobile. Chez GL, j'ai commencé en 93 avec les 24 heures de Zolder et depuis lors, j'ai quitté, je crois, le team pour 2 ou 3 ans, sans plus. Et puis, je suis revenu maintenant avec donc plusieurs victoires à la clé avant le mariage entre GL et PK et après le mariage entre GL et PK aussi. Donc, finalement, bon, j'ai quand même pas mal d'expérience. Je suis peut-être pas sur un tour le plus rapide, ça c'est bien possible, mais sur une course, je tiens un très 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 bon rythme et l'expérience joue quand même un grand rôle. Nous passons sur 2 roues, si vous le voulez bien maintenant, avec notre fil rouge de l'année en ce qui concerne la vitesse pure nationale, la Yamaha R6 Cup. Après de nombreuses étapes en Belgique, toute la caravane a pris la direction des Pays-Bas sur le circuit d'Assen, où Sébastien Legrel avait bien l'intention de frapper un grand coup, puisque tous ses adversaires profitent de ses absences pour marquer de précieux points. Mais la R6 Cup, c'est également d'innombrables amateurs qui assouvissent leur passion de la vitesse. Un reportage que nous avons réalisé en collaboration avec notre spécialiste maison, Jean-Pierre Dessau. Un mois après la grisaille de Jeudine, c'est sous le soleil éclatant d'Assen, aux Pays-Bas, que les protagonistes de la Coupe Yamaha 2003 s'étaient donné rendez-vous. 2 manches figuraient au programme de cette journée et c'est sans grande surprise que Sébastien Legrel décrochait la pole position devant Tom Van Lanscoot, Patrick Quintens et Didier Boulens. Dès le départ de la première manche, Sébastien Legrel va prendre le commandement de l'épreuve devant Tom Van Lanscoot, le seul à pouvoir suivre le rythme du pilote namurois. Derrière les 2 hommes de tête, la lutte faisait rage entre Patrick Quintens, Denis Lano et Pascal Legrève. Au fil des tours, le duo Legrel-Van Lanscoot va creuser l'écart sur le groupe de poursuivants, alors que du côté des juniors, c'est Mark Van Dorp qui mène la danse. Au terme des 10 tours, Sébastien Legrel va s'imposer sans jamais avoir été inquiété. Tom Van Lanscoot termine dans sa roue, alors que pour la 3e place, c'est Didier Boulens, au prix d'un freinage musclé à l'amorce de la dernière chicane, qui s'est imposé. 2e derrière Sébastien Legrel, Tom Van Lanscoot ne pouvait que s'avouer vaincu. Sébastien est toujours un petit peu plus vite, il prend vraiment un bon départ et on roule le même temps. Et c'est pas possible, je dois attendre une petite faute Sébastien pour passer. Autoritaire vainqueur chez les juniors, Mark Van Dorp, pourtant 3e temps des essais, a signé une course parfaite et se rapproche encore un peu plus de la victoire finale dans cette Coupe Yamaha. De trainingen waren moeilijk, de piloten zijn allemaal goed verbeterd. Les essais ont été difficiles et les autres ont bien amélioré. Durant la première qualif, je me suis trompé dans le choix des pneus. Et lors de la 2e séance, de bonnes enveloppes m'ont permis de faire un bond dans le classement. Il s'agissait encore de ne pas se louper au départ, de manière à l'emporter en junior, ce que j'ai parfaitement réussi. J'avais pris l'avantage dès les premiers mètres.
Mettre sur pied une compétition comme cette Yamaha Cup n'a rien d'évident. Edith Run Sport a pu compter cette année encore sur son pilote organisateur, Michel Nickmans. Au départ, je roulais en coupe Yamaha mais phaser. Et puis alors on a voulu ouvrir la coupe aux R6 avec des juniors, avec un mélange de junior inter. Et je leur ai proposé, comme je venais chaque fois aux courses, de faire la coupe Yamaha, de l'organiser en même temps que certaines personnes de chez Yamaha. Responsable de toute la partie technique de la Yamaha Cup, Michel Nickmans cumule les fonctions puisqu'il est également pilote, ce qui est peut-être un peu beaucoup pour un seul homme. Grâce à mon team qui me soutient, on a vraiment un bon service derrière nous et il n'y a pas de problème, vraiment aucun problème. La deuxième manche débute comme la première, Sébastien Legrel et Tom Van Lanscoot s'isolant rapidement en tête de la course. Si Pascal Legrève, auteur d'un bon départ, s'accroche durant un moment à la troisième marche du podium, il va devoir successivement s'incliner face à Alex Verley, vainqueur de l'édition 2002 de la Yamaha Cup, et Patrick Quintez. Alors qu'il pouvait prétendre lui aussi à une place d'honneur, Eric Hubert, particulièrement motivé, va chuter, heureusement sans gravité, dans le premier virage du circuit. Du côté des juniors, Mark Van Dorp n'a mis que 2 tours pour prendre le meilleur sur Jan de Pecker, auteur du meilleur départ. Alors qu'en cas de victoire, il était assuré de remporter la coupe, Van Dorp va fauter à 2 tours de l'arrivée et va se retrouver au tapis. Il parviendra à repartir mais ne pourra terminer mieux que 7e. Tout bénéfice pour Sébastien Legrel qui se rapproche dangereusement grâce à son deuxième succès de la journée, acquis de haute lutte face à Tom Van Lanscoot. Le championnat n'est pas encore fini, on va voir ce qui va se passer. J'espère que tout va aller pour moi et je vais essayer de faire le mieux possible pour honorer mes sponsors et tout ce qui s'ensuit. Il faudra donc patienter jusqu'au 19 octobre pour connaître, à l'issue du Motopulsion Rack Trophy disputé sur le circuit de Francorchamps, le dénouement de cette passionnante Yamaha Cup 2003. Comme le veut la coutume, depuis le début de l'année, chaque sujet relatif à la Yamaha R6 Cup est suivi d'un grand jeu concours qui vous permettra peut-être de remporter en guise de cadeau de fin d'année une R6 de route et à chaque concours des montres Tissot T-Touch et des casques AGV. Il vous suffit d'ouvrir très grand les oreilles. À l'occasion de ce grand jeu ayant pour thème la Yamaha R6 Cup, Moteur vous offre une occasion unique de remporter en fin d'année une Yamaha R6 dans sa version routière. Et à l'issue de chaque manche, des casques AGV T-Tech Valentino Rossi Replica et des montres Tissot T-Touch sont mises en jeu, histoire de récompenser les plus perspicaces et les plus chanceux. Pour participer, il vous suffit de former le 0900 21 260 et de répondre à ces 2 questions. Quel pilote a décroché in extremis la 3e place derrière Legrel et Van Lanscoot chez les Inter à Assen? Sur quel circuit aura lieu la finale de la Yamaha Cup 2003? Pour chaque question, des propositions vous seront formulées, tandis qu'une question subsidiaire départagera les meilleurs. Alors à vos téléphones et bonne chance. Petite pause dans cette émission, histoire de vous fixer rendez-vous. Moteur de retour sur le circuit de Francorchamps pour prendre la température de cet avant-dernier super meeting. Ce type de compétition est à l'initiative du RACB qui voulait rassembler toutes les compétitions sur circuit dans notre pays. Mais toujours à l'initiative du Royal Automobile Club de Belgique, il y a une autre formule qui a pris un envol fulgurant l'année dernière, la Formula Renault Academy. L'année dernière, justement, les attentes ont été complètement comblées. Quant à l'édition 2003, elle a pris son envol il y a peu sur le circuit de karting de Francorchamps sous les yeux de Vincent Franssen. Imaginé par le Royal Automobile Club de Belgique en collaboration avec Renault, la RACB Formula Renault Academy a connu un vif succès dès sa première édition, permettant à 2 jeunes talents, Nico Verdonck et Damien Pullings, d'effectuer leur grand début en sport automobile via le championnat de Belgique de Formule Renault 1600, qui plus est au sein d'une structure aussi huppée qu'Astroméga. Il était donc logique que cette autre académie connaisse une suite en 2003 avec un premier épisode organisé sur le circuit de karting de Francorchamps. Objectif, sélectionner 10 des 30 finalistes de ce nouveau millésime. Ça concerne tous les participants dans les karting indoor. Ça a duré pendant 5 mois la sélection, du 1er avril au 31 août. Tous les jeunes de 13 à 19 ans, de nationalité belge. Les 10 meilleurs de chacun des kartings se retrouvent ici, sur le circuit de Spa-Francorchamps. On a 100 pilotes et des 100 pilotes, on va en retenir les 10 plus rapides qui vont se retrouver au mois de novembre à Zolder pour le Rookie Test.
Si le succès de la première RACB Formula Renault Academy avait été manifeste, force est de reconnaître que dans le cas précis des pilotes de karting indoor, l'engouement pour cette deuxième édition a été encore plus spectaculaire, non moins de 700 jeunes prenant part aux différentes éliminatoires mises sur pied dans les 10 pistes sélectionnées pour l'occasion. De ces innombrables participants, 100 étaient donc invités à se mesurer contre le chronomètre sur la piste karting de Francorchamps. Parmi les caractéristiques de cette première joute 2003, on signalait la présence de nombreuses demoiselles qui ne manquaient pas d'apporter un peu de variété au peloton et les observateurs de se prendre à rêver de la qualification de l'une d'elles. C'est une bonne nouvelle, hein. Je veux dire, c'est bien d'envoi et en plus, non seulement elles sont présentes, il y en a 9, mais elles sont rapides parmi les meilleurs chronos. On verra, on est pour l'instant à peu près aux 2/3 des sélections, on verra à la fin. Avec non moins de 10 manches qualificatives, suivies de demi-finales et d'une finale rassemblant les 10 meilleurs pilotes de la journée, cette phase 1 de la RACB Academy a donné la possibilité aux jeunes participants de démontrer leur talent au volant de cartes lestées pour l'occasion, histoire de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. À l'issue des qualifications, une certaine surprise envahissait le paddock de Francorchamps, notamment suite au chrono réalisé par les filles dans la course. En effet, parmi les meilleurs temps absolus, on pointait les excellentes prestations de Jessica Van den Abel et Emmanuelle Milcharek, des demoiselles ne nourrissant que peu de complexes vis-à-vis de la jante masculine et croyant toujours davantage en leur chance. Eh bien, quand je vois au warm-up les temps que j'ai fait, non. Mais je vois que tout peut changer, donc maintenant je crois que je pense être prise. Je préfère ne pas trop me faire d'idées, sinon je risque d'avoir une déception, une grosse déception. Donc je me dis on verra et je vais faire de mon mieux pour y arriver. Histoire une fois de plus d'équilibrer les chances de l'ensemble du peloton, qualifications, demi-finales et finales étaient organisées non pas sur le tracé traditionnel de Francorchamps, mais sur une partie du circuit seulement et dans le sens inverse de la marche. De quoi annihiler l'éventuel avantage de certains venus s'entraîner une ou plusieurs fois sur la piste spadoise. Au bout de cette journée, pas tout à fait comme les autres, une hiérarchie plus précise se dessinait pour finalement aboutir à une liste de 10 noms de pilotes qualifiés dont l'âge varie entre 14 et 19 ans. On rappellera qu'un de ces 10 qualifiés pilotera une Formule Renault 1600 l'an prochain. Pour l'heure, sont encore dans la course Emmanuelle Milcharek, Anthony Tang, Nicolas Duculot, Mathias Groten, Jérémy Champenois, Niki Swanet, Jérémy Peclers, Stéphane Roberti, Gaël Ouéry et Christophe Mahoué. Et pour ces 10 premiers lauréats, la suite du programme s'annonce copieuse. Alors le rookie test, bien sûr que ce serait important. Mais de toute façon, les 10 vainqueurs d'aujourd'hui vont participer à 3 jours mémorables, 3 jours inoubliables. Que même s'ils ne sont pas sélectionnés après ces 3 jours-là, puisqu'il y aura un vainqueur des 10 d'aujourd'hui et un sélectionné parmi ceux qui viennent du karting et des licences karting, ce sera de toute façon une expérience inoubliable. Ils vont apprendre beaucoup de choses et on va tout faire d'ici là pour préparer cette sélection de 3 jours à Zolder dans les meilleures conditions. Cap donc sur Zolder au mois de novembre pour la suite des festivités qui rassemblera également 20 pilotes de karting issus des compétitions outdoor et sélectionnés sur base de leur palmarès 2003. Cours théorique d'hiver en présence de nombreuses personnalités du sport automobile belge, apprentissage du circuit en Renault Clio et test final au volant des fameuses Formule Renault 1600. L'aventure de la RACB Formula Renault Academy 2003 promet d'être passionnante à suivre. Nous continuons notre petite visite des paddocks de Francorchamps pour ce Racing Festival, en particulier ceux du Belcar où nous retrouvons l'une de nos valeurs sûres en circuit, Vincent. Alors après plusieurs saisons sur la scène internationale et puis un titre de vice-champion de France en super tourisme, comment est-ce que tu vis ce retour à la maison ? Les temps sont durs. Apparemment, c'est un peu partout. Hein. C'est clair qu'on a des gros problèmes pour l'instant. Malheureusement, il n'y a plus de championnat suffisamment porteur en Belgique puisqu'on n'a plus d'applications importateurs et tout, donc on n'a plus réellement de championnat professionnel. Donc voilà, c'est difficile. J'ai repris des contacts depuis le mois d'août avec l'étranger, mais même là-bas, en fait, il n'y a plus assez de championnats où ils emploient des pilotes professionnels, donc il n'y a pas beaucoup de place et il y a un peu trop de pilotes sur le marché, donc ça c'est restreint, c'est un peu comme dans tous les domaines. Et bon, on n'a pas le chômage derrière pour assurer, donc c'est difficile. Ouais. La semaine dernière, Moteur, vous avez présenté toutes les nouveautés du Salon de Francfort, l'un des rendez-vous phares de l'année en ce qui concerne l'automobile. Pour ce deuxième volet, Marc Lacroix conjugue le tout au futur en vous présentant quelques concept cars qui pourraient aboutir à des modèles produits pour demain, voire après-demain, séquence avant-première. De nos jours, plus que jamais, tous les constructeurs travaillent d'arrache-pied à imaginer les véhicules de demain, lesquels se déclineront toujours plus en de multiples variantes de carrosserie pour répondre à cette tendance qui veut que les catégories se multiplient pour satisfaire un maximum d'utilisateurs.
Après les nouveautés présentées à Francfort, passons aujourd'hui en revue quelques prototypes ou concepts présageant de notre avenir automobile, parmi lesquels la 407 Elixir, qui annonce tout simplement la Peugeot 407 attendue pour le printemps 2004. Dérivée de la Mercedes classe E, cette vision CLS devrait venir renforcer cette famille dès l'an prochain, sous cette forme de coupé à 4 portes. Une catégorie appelée à s'étoffer dans les mois et années à venir. Peut-être avec une version définitive de ce concept Jaguar RD6 pour racing diesel 6 cylindres, puisqu'en effet, le moteur se cachant sous cette belle anglaise tout en alu est le 2,7 litres qui inaugurera bientôt la S-Type. Via cette concept Insignia, Opel laisse aussi sous-entendre qu'il travaille au remplacement de son haut de gamme Omega. A l'opposé, Suzuki se prépare à produire dès 2004 en Hongrie un véhicule compact dérivé de cette concept S2 qui n'est elle-même qu'une version découvrable du concept S vu à Paris voici un an. À en croire certaines sources officielles, c'est aussi cette voiture qui pourrait servir de base à l'élaboration d'une version WRC de rallye. En revanche, il faudra sans doute un peu plus de temps avant que ne débarquent les versions commerciales de cette Saab 9.3 Sport Hatch Concept qui préfigure les variantes break et SUV basées sur la petite de Trollhättan. Idem pour le remplacement du Daewoo Takuma, le monovolume de la marque, annoncé par ce concept Universe, mais pas attendu avant 2005. La présence sous le capot d'un 3 litres diesel prouve par ailleurs que ce type de moteur fait partie des plans de la maison coréenne. Et le monovolume, c'est la spécialité de Renault qui, avec ses bebop, tient à prouver que l'aérodynamique de ce type de véhicule peut être soignée. À la version normale s'ajoutait une version Renault Sport dotée du 2 litres turbo 225 chevaux de la nouvelle Mégane RS. Deux véhicules dont certaines solutions pourraient apparaître sur la future Clio Space, attendue pour l'an prochain. Chez Skoda aussi, on pense aux familles et aux loisirs au travers de cette Roomster extrêmement spacieuse. Une étude pour laquelle ont déjà été imaginées diverses versions, commerciales ou purement de loisirs, style pick-up. Loisirs toujours, mais d'un autre genre, avec ce Nissan Dune Hawk, Faucon des dunes en français, qui explore le domaine du tout-terrain pour les modèles à venir de la marque. Comme d'autres, Citroën développe le style qu'il donnera au visage de ses futures productions. À Francfort, ce rôle revenait à la Sea Air Lounge qui succédait à la Sea Air Dream, déjà vue précédemment. La C4, attendue fin 2004 pour remplacer la Xara, en sera la première bénéficiaire. Même démarche chez VW, dont on espère que ce superbe concept Air franchira le cap de la mise en production. Il illustre en tout cas parfaitement la philosophie actuelle des constructeurs. Le concept Air, en fait, est remarquable sur 2-3 points. Le premier, c'est que cela illustre la volonté de Volkswagen d'être présent dans tous les marchés, y compris le marché des voitures de sport et des petites voitures de sport comme le Roadster. La deuxième chose, c'est que les phares de la voiture en forme d'œil, le capot en forme de V et le design très pur et très sobre préfigurent ce qui se fera dans l'avenir pour pratiquement tous les modèles de Volkswagen. Sport aussi avec la Mazda Kusabi, un petit coupé compact développé sur une plateforme de Mazda 2 et équipé d'un 1,6 litre diesel de 110 chevaux. Particularité, il présente des ouvertures de coffre multiples et pour le moins particulières. Chez Ford, on joue la carte de la nostalgie avec la Visos, un modèle qui tente à prouver la volonté de donner une héritière à la Capri. Certains détails de style ne trompent d'ailleurs pas. Nostalgie encore chez Lancia, dont on espère qu'il se laissera convaincre de commercialiser cette définition moderne et très réussie de la Fulvia des années 60. Quant à Alfa Romeo, il se prépare à revenir sur le marché des GT. Reste à savoir si cette C8 Competition servira de source d'inspiration au modèle définitif. Face au passé, l'avenir que maîtrise déjà parfaitement Toyota, qui présente un roadster développé sur base de la nouvelle Prius, laquelle avait été la première hybride à être commercialisée. Comme elle, la CS ES possède deux moteurs, un électrique et un à essence. Dans un tout autre style, cette Lamborghini Murcielago RGT, toute en carbone, est destinée à être homologuée dès cette année en compétition. Lamborghini, dont on retrouve le moteur de la nouvelle Gallardo sous le capot de cette Audi Le Mans Quattro, annoncée pour 610 chevaux, laquelle commémore les victoires de la marque dans l'épreuve Mansell. Hormis cette célébration, s'annonce aussi le style qui sera développé par Ingolstadt à l'avenir, ce qui inaugurera la future A6 au printemps prochain. Comme quoi, il est toujours possible de joindre l'utile à l'agréable, avec l'avantage de nous faire rêver.
Retour à l'actualité, si vous le voulez bien, avec la compétition phare de ce week-end du Racing Festival de Francorchamps, l'avant-dernière manche du championnat Belcar. Évidemment, les Chrysler Viper GTSR sont de nouveau favorites, mais on s'attend à une résistance acharnée d'autres bolides, dont cette Chevrolet Corvette C5R. Bref, un combat à l'américaine que nous commande tout de suite Vincent Franzen. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison Belcar, quelques changements étaient à signaler au niveau des équipages. C'est ainsi que dans le clan JLPK, Frédéric Bouvy remplaçait Anthony Kumpen, absent pour cause de FIA-GT. Le Bruxellois allait retrouver sur sa route Vincent Voss, qui prenait la place de l'Autrichien Hazen Bichler au volant de la Viper du Quismanen Racing. Pas de modification par contre pour la superbe Chevrolet Corvette C5R, toujours pilotée par Patrick Selleslack et Marc Van Heerum. Quant au RTM Racing, il voyait sa Porsche 996 GT3 RS contrainte au forfait, les ennuis de moteur ayant eu raison des espoirs de Marc Gossens et Rudy Penders. Dès le départ, il apparaissait clairement que les trois bolides américains allaient devoir composer avec la Porsche 996 biturbo RTM de Marcus Paltala et Leo Van Sand, le Finlandais se frayant même un chemin jusqu'en tête de la course peu après le feu vert. La prestation de cette Porsche survitaminée s'interrompait hélas dès la fin du premier tour en raison d'importantes vibrations au niveau de la porte gauche. La lutte entre les Chrysler et la Chevrolet pouvait dès lors reprendre son cours à l'avantage du Finlandais Pertti Quismanen, talonné par Patrick Selleslack et Vincent Dupont. Grosse émotion par contre pour la Porsche 996 biturbo AD Sport du Hollandais Jos Menten, qui glissait sur l'huile laissée par une Audi TT avant de se fracasser contre le mur de pneus de Blanchimont. Si le bolide était complètement détruit, le pilote s'en tirait à bon compte. Appréciant tout particulièrement les longues lignes droites et autres courbes rapides de Francorchamps, la Corvette de Selleslack ne tardait pas à prendre les rênes de la course en déposant la Viper de Quismanen. Le vétéran finlandais cédait ensuite sa belle deuxième place à Vincent Dupont en pleine remontée, peu avant la fenêtre des ravitaillements. Et c'est justement la valse des pit-stops qui constituait la clé de cette épreuve. Dans le clan GLPK, Fred Bouvy relayait Vincent Dupont, alors que chez Quismanen, Vincent Voss s'installait aux commandes de la Viper blanche. Par contre, dans le clan Chevrolet, Selleslack cédait son volant à Marc Van Heerum, réputé moins rapide que ses deux adversaires directs. Confirmation de tout cela sur la piste avec la prise de pouvoir rapide de Fred Bouvy, qui prenait le meilleur sur la Corvette C5R et donc la première place provisoire. Un malheur n'arrivant jamais seul, Van Heerum finissait une fois de plus par s'emmêler les pinceaux en voyant son bolide de la General Motors s'entoupir à la chicane des Combes. La malchance s'abattait également sur les concurrents de la catégorie tourisme qui vivaient une incroyable hécatombe. Premier leader, Vincent Radermaeker n'allait pas au bout de son relais avec la Ford Mondeo Silhouette dont la mécanique faisait une nouvelle fois des siennes. Disparition également de la BMW M3 E36 de Willie Moore, le Britannique, qui pointait furtivement au commandement, et arrêt définitif également pour la 320i STV de Van Meningen, qui n'allait pas beaucoup plus loin. BMW toujours avec la M3 E46 d'Isabelle Van de Velde, bien positionnée avant de commettre l'irréparable dans la nouvelle portion. Quant à l'original VW Bora variante TDI de François Verbist et Ruben Maas, elle commençait à croire en ses chances lorsque la direction cédait en plein freinage de l'épingle de Bruxelles. Il n'en fallait pas plus à Patrick Bélien et Jan Jacobs pour imposer leur BMW M3 GTR et remporter la catégorie tourisme du Belcar 2003. En haut du classement, le duel attendu entre Fred Bouvy et Vincent Voss avait lieu à distance, le Verviétois accumulant les meilleurs tours en course. Mais ce rush final n'était pas suffisant, Bouvy et Dupont remportant une superbe victoire qui permettait au JLPK Racing de rafler la majorité des titres et à Vincent Dupont de ceindre la couronne de champion. Quant à la Corvette de Selleslack et Van Heerum, elle héritait de la plus petite marche du podium alors qu'un meilleur résultat était en vue. Derrière ces ténors, on saluait la belle victoire en GTB de la Porsche de Franz Lamotte et Bart Kaubergs, mais surtout la superbe 5e place finale de Christian Lefort et Yves Lambert, qui ont enfin pu tirer la quintessence de leur très belle 996 GT3 RS. Un résultat en guise de sérieux encouragement pour la suite et une voiture que l'on aura l'occasion de voir à l'œuvre lors de la finale du BTCS sur ce même circuit de Francorchamps. C'est donc une épreuve à émotion que le Belcar a proposée dans le cadre du Racing Festival, cap maintenant sur Zolder pour une grande finale programmée le 19 octobre.
Et bien voilà, c'est terminé pour cet épisode de Moteur 100% Actu. La semaine prochaine, changement radical de cadre, puisque nous vous emmenons en mer pour prendre part à la première édition d'une course en bateau qui s'appelle l'Aquaraid, une compétition à laquelle prendront part de nombreuses personnalités. Également au programme du MotoGP, de la FIA-GT, du Rallye D1, et puis le résumé complet d'une course dont on parle décidément beaucoup, les 2003 miles de Francorchamps. N'oubliez pas non plus Motoclub, l'émission de Didier de Radiguez, dimanche sur Club RTL, qui fait évidemment la part belle aux deux roues. Portez-vous bien, soyez prudents, salut, à la semaine prochaine.